Merci beaucoup Marie-Hélène pour cet exposé introductif qui pose bien, enfin même très bien les termes du débat et qui lance bien ces 3 journées de conférence. Je propose pendant un quart d'heure d'avoir un temps d'échange avec des questions. On va faire circuler le micro et je demande à ceux qui posent une question de juste donner leur nom et leur organisme. Qui veut commencer? Il n'y a aucune question. En voilà une. Bonjour, Annick Perrin. C'est pas du jeu parce que je fais partie de l'équipe d'organisation, mais voilà, il faut bien lancer la première question. Je me demandais si, Marie-Hélène vous avez bien rappelé que la communauté s'était entachée de présupposés assez négatifs, si avec la force de la question des discriminations dans le débat public en France, il n'y avait pas quand même un certain retournement et une forme de un présupposé moins, on va dire, enfin, plus atténuée, et l'idée que les communautés pouvaient aussi être victimes d'une certaine manière d'autres formes de domination, etc. Oui, effectivement, les communautés sont aussi largement victimes, encore une fois, faut-il les définir, mais largement victimes de discrimination. Et l'expérience de Bobigny est de ce point de vue largement, très intéressante, parce qu'on voit bien comment des listes citoyennes n'ont pendant des années pas été reconnues du tout par les pouvoirs politiques, n'ont pas eu accès au débat politique, avec cet ostracisme qui les désignait comme étant des listes communautaristes. Donc oui, je pense que cette remarque est tout à fait judicieuse, mais peut-être on peut plus discuter que faire un question-réponse. Alors, qui veut poursuivre la discussion? Les organisateurs sont très mobilisés. Oui, Philippe Genestier, comité d'organisation ici. Donc, une question pour animer le débat. Je me demande, Marie-Hélène, si il ne faut pas, pour pouvoir penser réellement la question communautaire, sortir de la logique de la victimisation. En fait, je crois qu'il y a sur ces questions un paradigme très fort qui consiste en une lecture, d'une certaine façon, en termes de domination, en termes misérabilisme. En termes misérabilistes au sens où le réel est déficient, il y a des minorités, il y a des minorités dominées, il y a des groupes sociaux marginalisés, il y a des injustices, etc. Et à partir de là, il s'agit d'inverser ces processus et produire plus de justice. Or, dans une lecture misérabiliste du réel, il y a une logique interne, quasiment un rouleau compresseur mental, conceptuel, qui consiste à penser d'une certaine manière une réaction de nature légitimiste. Le diagnostic misérabiliste implique une thérapeutique légitimiste. Et donc on tombe très très vite dans une pensée normative qui peut consister à vouloir mettre le balancier dans l'autre sens, inverser les processus, mais d'une certaine façon, je crois qu'on se trouve enfermé dans une forme de pensée qui interdit de penser réellement la diversité du réel, la pluralité des mondes, la pluralité des sphères de justice, comme le dit Walzer, qui n'est concevable qu'en sortant de ce diagnostic et de cette thérapeutique qui s'appelle mutuellement. Autrement dit, d'une certaine façon, est-ce qu'il ne faut pas sortir d'une logique de la victimisation, de la dénonciation des dominations, pour pouvoir penser l'autonomie et la pluralité des processus d'autonomisation des groupes sociaux, et penser donc, d'une certaine façon, avoir une pensée peut-être plus libérale, voire libertaire, qui donne aux catégories sociales, de même qu'aux individus, des marges de manœuvre, qui leur reconnaît la possibilité de faire des choix
des choix stratégiques en fonction de leurs ressources, de leurs objectifs, de leurs valeurs, de leur projet de vie, et d'une certaine façon se départir d'un modèle social, même si c'est un modèle social très bien enraciné dans une conception de la justice sociale qu'il faudrait faire prévaloir. Merci Philippe. Est-ce qu'on continue à prendre quelques observations, remarques, commentaires, ou tu souhaites réagir? Oui, je peux réagir là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut sortir de la victimisation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'analyse des rapports de domination, qui sont quand même fondamentaux. La lutte des classes, ce n'était pas la victimisation. Et donc fondamentalement la question de l'empowerment est bien celle-là, c'est-à-dire que les groupes, les collectifs puissent reconstruire leur propre pouvoir, non pas comme victimes, mais comme acteurs de la société. Et du coup, si on oublie d'analyser les rapports de pouvoir, les rapports d'inégalité, je pense qu'on passe à côté de la question fondamentale. Alors ces rapports de pouvoir et d'inégalité, ils peuvent prendre plusieurs dimensions, je suis bien d'accord là-dessus. Mais voilà, je suis peut-être une vieille marxiste ou bourdieusienne, mais la question de la domination me semble quand même guider aujourd'hui largement les rapports entre groupes sociaux et la part que les individus ont dans la société. Même ce qui n'empêche pas de penser qu'effectivement il y a plusieurs identités, je suis complètement d'accord avec toute cette analyse, et que les individus vont chercher dans plusieurs types d'identités et recomposent même leur identité à partir de cela, mais dans des rapports de domination qui sont par ailleurs quand même, il faut le rappeler, institutionnalisés, et institutionnalisés. Donc on ne peut pas faire comme si il n'existait pas un État qui structure aussi ces formes de domination. Merci beaucoup. Marie-Claude Blanchaléa, je suis historienne et j'ai été très intéressée par les différentes définitions auxquelles tu t'es référée. Et puis, bien sûr, au départ, l'opposition entre Gemeinschaft, Gesellschaft, la communauté, la société, qui, en fait, est la référence d'un élargissement, en général aux frontières du national, de la référence communautaire. Et du coup, je me suis interrogée sur la communauté des banlieues rouges. La communauté du prolétariat, en quelque sorte, parce que c'est vrai que dans ce communisme de clocher, il y a bien cette référence communautaire, mais c'est surtout pour marquer les différences avec aujourd'hui. Aujourd'hui, la référence, c'est davantage un retour au Gemeinschaft, à une communauté d'origine, d'appartenance, alors que la communauté de la banlieue rouge, dans ses références, c'est une référence à l'ultranational, à la disparition du national vers un universel qui est le pouvoir du prolétariat. C'est pas une communauté des origines, c'est une communauté de destin. Avec donc quelque chose qui ne prend absolument pas en compte les origines, sinon des origines sociales qui sont considérées comme communes et transnationales. Et dans les méthodes, on n'est pas du tout dans le genre bottom-up, c'est-à-dire l'initiative des habitants, etc., mais bien dans un système qui est très institutionnel et qui, en fait, met en place des structures qui amènent les gens à fonctionner tous ensemble. Donc, c'était un petit peu par rapport à cette différence qui est intéressante parce que ça montre que le contexte dans lequel on est, c'est plus du tout celui des banlieues rouges. Alors, je pense qu'effectivement, c'est plus celui des banlieues rouges, mais en même temps, je ne dirais pas que par exemple, la liste qui s'est présentée à Bobigny, ou que ces différents groupes communautaires renvoient à des identités d'origine. Je pense que ça renvoie aussi à des identités de destin.
qui sont eh bien, des jeunes issus de l'immigration français, qui sont confrontés en permanence à la discrimination, y compris dans une municipalité communiste, et qui ne se définissent pas du tout par leurs origines. De ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose en commun entre un jeune martiniquais, un Congolais arrivé en France tout enfant, ou un Algérien dont l'arrivée de la famille remonte à 2 ou 3 générations. Ce qu'ils ont en commun, c'est pas ça. C'est plutôt leur expérience sur le sol français, et donc des identités qui sont plurielles, mais qui sont bien construites localement. Donc je ne pense pas qu'on est dans un retour sur des identités d'origine. Je pense qu'il y a bien des identités de destin qui sont sans doute plus labiles, voilà, plus complexes, mais qui, à mon sens, appellent à être comprises ainsi. Et puis sur la méthode, ouais. Le clivage, c'est la non-origine métropolitaine. C'est la discrimination. Alors qu'avant, c'est la discrimination. C'est pas le clivage, c'est pas l'origine, c'est la discrimination. Et je pense que le comprendre comme ça, c'est le comprendre vraiment différemment. Mais... Oui, ici. Lucinda Dos Santos, donc je dirige un cabinet en sciences sociales Polygone et je suis socio-anthropologue de formation. Donc juste pour rebondir sur les listes citoyennes, puisque là on a quand même été extrêmement étonnés de voir une profusion de listes citoyennes, est-ce que c'est pas une marque finalement par rapport au radicalisme d'autres de ce qu'on voit au niveau politique, est-ce que c'est pas une forme aussi d'insécurité de la part des habitants, des gens qui habitent aussi dans des petites communes, des petits villages, de se rapprocher et d'être dans du collectif, mais dans un esprit de communauté, mais au sens partage des valeurs, partage des objectifs, et voilà. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a un double mouvement? Je pense que dans les listes citoyennes, il y a des mouvements très, très différents, mais qu'on ne peut pas effectivement les agréger. D'abord, elles sont porteuses de discours différents. Ce que j'ai remarqué, mais voilà, mais c'est un travail en cours, c'est qu'en Seine-Saint-Denis notamment, on a vu émerger tout un nouveau personnel politique issu de l'immigration, qui n'est pas seulement d'ailleurs sur les listes citoyennes. Il y a d'autres, là j'ai focalisé sur un exemple, mais il y a d'autres exemples, par exemple comme celui de Bagnolet, où une liste citoyenne a fait alliance avec le Parti Socialiste, donc avec des alliances et des rapports et des choix politiques qui peuvent être très différents. Et qui marque d'ailleurs, contrairement à la vision qu'on peut en avoir, une forme d'intégration importante dans le système politique français. De la part d'une partie de ces listes citoyennes, il y a aussi le fait de ne se situer de ne pas vouloir se situer dans le débat droite-gauche, qui est quand même important. Bon, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré dans les débats qu'on a eus avec Mohamed Mechmach, c'est le sentiment d'avoir été trahi par la gauche, qui n'a tenu aucune de ses promesses, et donc voilà, un refus à la fois de la droite et à la fois de la gauche. Mais je pense que dans des petites villes ou dans des secteurs ruraux, ça a sans doute un sens assez différent. Mais effectivement, il y a cette idée de construire un projet collectif dans une série d'endroits. Donc, et là, je n'ai pas du tout cité, parce que je n'ai pas eu le temps dans cette introduction, une série d'autres travaux que je trouve très intéressants aujourd'hui, qui portent sur la notion de commun, qui n'est pas la notion de communauté, mais qui est la notion d'une communauté construite sur un projet, qui est un projet politique. Et je pense notamment au dernier ouvrage de Laval et Dardot, qui est assez passionnant de ce point de vue-là, et qui amène à repenser complètement autrement la question politique. Donc en partant des communs et non pas en partant des institutions. Mais voilà, c'est tout un autre champ qu'il faudrait développer. Bien, merci. Le temps passe et je vois en même temps la salle s'échauffer avec des doigts qui se lèvent. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions maximum, mais à la suite, et puis tu pourras répondre et terminer pour cette séance. Merci. Donc, Manuel Boucher, sociologue. Vous avez dit, en fait, la lutte des classes n'était pas la domination. Alors la question que je me pose, c'est... Mais la lutte des classes... c'est la domination. Non, justement, vous avez dit, la lutte des classes n'était pas de la domination. De la victimisation. La victimisation, ah ouais, c'est pas la même chose. Non, vous avez raison. C'est donc de la victimisation.
Mais en fait, ce que je me pose, c'est est-ce que la lutte des classes avait un fondement, en fait, qui était un fondement, je dirais, politique, universaliste, individualiste, qui avait l'ambition de combattre les rapports de domination, d'exploitation et d'aliénation. Et aujourd'hui, notamment, ce qu'on peut constater dans les quartiers populaires, est-ce que, je me pose cette question, je la pose en vérité, est-ce que la lutte pour la reconnaissance culturelle de certains, je dirais, groupes se définissant d'un point de vue phénotypique ou culturel, a également un fondement politique universaliste, individualiste, qui souhaiterait abolir justement, je dirais, tous les rapports de domination. Et la question que je me pose, c'est est-ce que la bourgeoisie ethnique, en construction, défend en fait l'intérêt de l'ensemble des groupes dominés, des groupes subalternes, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine ethno-culturelle, etc. C'est une question, me semble-t-il, assez importante. Encore une ou deux autres questions, remarques? Non. Frédéric Lezeman, INRS Montréal. Je me demande si on n'a pas en fait en présence, en exagérant un peu, de deux débats tout à fait différents qui à la limite n'ont presque rien à voir entre eux. D'une part, quand on parle, je reviendrai sur cette question tout à l'heure, mais quand on parle d'organisation communautaire, on parle, disons, d'une pratique qui relève pour l'essentiel, je dirais, du travail social, dans une dimension politisée du travail social, qui tâche de permettre à des groupes marginalisés, exclus au plan économique, au plan culturel, etc., de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, de s'insérer dans une démocratie libérale. D'autre part, on a un phénomène tout à fait particulier, mondial, mais particulièrement actif en France ou dans certains pays européens, de groupes, disons, d'origine islamiste, qui s'organisent pour, disons, de la grande délinquance, mais cette grande délinquance relève de l'État, du militaire, des services secrets. Enfin, ça n'a pour moi rien à voir et on essaye de s'en défendre en jouant sur ce terme de communautarisme, en particulier en France, qui d'ailleurs, à ma connaissance, est très peu utilisé dans les pays anglo-saxons, et en particulier en Amérique du Nord. Mais pour moi, c'est deux réalités dont je ne vois presque à la limite pas ce qu'elles ont en commun, sinon un terme qui permet justement, dans des jeux de pouvoir, de tenter d'associer les uns aux autres. Mais... Question qui appelle, pour avoir une réponse complète, vous demandez beaucoup de temps, mais qu'on n'aura pas, mais on peut, au moins les questions sont posées. Une dernière intervention, et ensuite je repasse la parole à Marie-Hélène. J'ai été élu jusqu'aux dernières élections. Par rapport aux mots qui sont... Jean Fracoviac, il a été question de victimisation, de domination, de discrimination, et moi je voulais ajouter à ces mots-là l'utilisation des communautés, l'exploitation, l'instrumentalisation des communautés au prétexte politico-politicaire de la reconnaissance des différences et des particularités. Hélène, tu as le dernier mot. Oui, ça fait des questions très, très larges. Ça peut se prolonger pendant la pause. Oui. La question de effectivement, de la bourgeoisie ethnique, elle ne porte pas forcément, effectivement, les enjeux des populations, des populations dont elle est issue, mais c'est la même chose pour toutes les classes moyennes issues des classes populaires qui ne sont pas forcément porteuses des intérêts des classes dont elles sont issues et qui sont quelquefois d'ailleurs parmi les groupes sociaux les plus fermés dans des comportements par rapport à l'école par exemple. Donc effectivement, qui dit population d'origine immigrée ne dit pas que ces populations vont porter un discours et un projet de transformation sociale. Et c'est bien une des questions posées à Bobigny, par exemple. Hein, cette nouvelle élite qui arrive à la municipalité, elle est en même temps très ancrée dans les quartiers populaires, mais je ne sais pas quel sera le projet qu'elle portera. Mais on est dans des mouvements qui sont en construction,
sur lesquels moi j'ai d'abord un regard analytique, mais c'est effectivement une vraie question. Il y a eu peu de travaux effectivement là-dessus. Effectivement, l'analyse de la lutte des classes à travers la visée marxiste, c'était un projet philosophique et politique, avec l'idée qui conduisait quand même à l'idée de la dictature du prolétariat, permettant de transformer l'ordre des choses et de remettre en cause le système capitaliste. On n'en est pas là, et tout le brouillage qu'il peut y avoir aujourd'hui en France, en particulier par exemple avec la notion de diversité qui est prise de façon très individuelle, ne participe pas à la définition d'un projet politique. Et on voit bien que les différents mouvements issus des quartiers populaires se heurtent en permanence à cette question-là, qu'ils ont du mal à se structurer, parce que toute la question est autour de quel projet et de quelle entité ils peuvent se structurer. Donc c'est une vraie question. Sur le fait qu'il y ait deux questions, oui, vous avez raison, mais le problème c'est que ces deux questions, elles sont rabattues dans le débat français, et que par exemple j'ai eu l'occasion de rencontrer dans la banlieue lyonnaise une épicerie sociale montée par des jeunes d'un quartier qui étaient tous des Maghrébins, et qui n'a pas été financée parce qu'on leur a reproché d'être communautariste, et donc avec cette inquiétude effectivement récurrente, et je pense que le fait de rabattre ces deux questions et effectivement, vous avez raison, totalement problématique. Et puis oui, bien sûr, la question communautariste, identitaire peut tout à fait faire l'objet de manipulation dans les deux sens, à la fois dans son refus et à la fois en allant chercher au nom de la diversité un certain nombre d'individus qu'on pourrait essayer de... Mais ça fait 30 ans que ça fonctionne, au moins depuis la marche pour l'égalité, que ça fonctionne ainsi, avec des systèmes de récupération identitaire.